Si vous voulez voir quelque chose de spectaculaire, si vous voulez ressortir du stade avec des émotions, et pas n'importe lesquelles, hein, mais de vraies émotions, achetez des places. En termes d'émotions, il n'y a pas plus fort que le para-athlétisme ou que le parasport. Lui, c'est Yasser Moussangania. Il est dans l'équipe nationale de para-athlétisme et à 22 ans, il détient déjà le record de France de 100 mètres fauteuil. Et c'est ouf, parce que ça fait même pas 10 ans qu'il pratique ce sport. Comme beaucoup d'autres, il a découvert sur le tard que le sport, c'était aussi pour lui. En Europe, 1 personne sur 6 est en situation de handicap, mais moins d'1 sur 2 pratique une activité physique. Alors à 2 semaines des Jeux paralympiques, comment faire pour rendre le sport accessible à toutes et tous et lutter pour qu'il soit plus visible ? Moi c'est Alice, bienvenue dans Studio E, le podcast où on parle des grands enjeux du continent depuis le canapé. Salut Yasser. Salut, ça va ? Ça va, merci. Tu fais du para-athlétisme, ça veut dire que tu cours les 100 mètres, 400 mètres et 4 fois 100 mètres relais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est ton sport et à quoi ça ressemble ? Enfin, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors mon sport, c'est l'athlétisme qui n'a rien en particulier à part le matériel qui est différent. Donc c'est les mêmes règles que les valides. Et en fait, je pratique mon sport avec un fauteuil qui est particulier, en mode il est en carbone, soit en alu. Il se compose de 2 roues arrière et 1 roue avant. Et il peut faire en général entre 1m80 et 1m90. Le tien, il fait combien ? 1m92. Parce que t'es grand ? Ouais. Yes. Et du coup, c'est en fonction du type de handicap, on est classé par catégorie. Et du coup, c'est la même chose que les valides. Ça veut dire que toi, dans ta catégorie, il n'y a que des gens qui ont globalement le même handicap que toi. C'est ça, soit le même handicap que moi, soit la mobilité du haut du corps. Ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer et qu'ils ont toute leur mobilité du haut du corps. Le sport, c'est quoi pour toi ? Le sport, pour moi, c'est une partie de ma vie, c'est mon identité, c'est beaucoup de plaisir avant tout. Et le sport, c'est un moyen pour moi d'abord, avant tout, de m'exprimer. Ça peut paraître ouf, mais aujourd'hui, t'es un pro. Et pourtant, t'as rencontré le sport assez tard dans ta vie. Tu peux nous dire comment et quand ? J'ai rencontré le sport quand j'avais 13-14 ans, au Jeu de l'Avenir à Tours. C'était la 22e édition. C'est un regroupement qui regroupe plusieurs sports. En fait, c'est vraiment un regroupement omnisport qui est proposé par la fédération. Par la fédération handisport, ouais. Et du coup, il y a plein de sports à tester, handball, natation, basket. Moi, pour ma part, j'ai testé natation, basket et para-athlétisme. Et j'ai kiffé le para-athlétisme. Et depuis, t'as foncé là-dedans. J'ai foncé là-dedans. Moi, quand tu me racontes ça, je trouve ça ouf de me dire que t'es né avec ton handicap et t'as pas fait du sport avant. Comment c'est possible ? Ouais, j'ai pas fait de sport avant. Écoute, je me pose la question maintenant, même moi aussi, parce que c'est vrai que quand tu regardes les autres pays, ils en font dès l'âge de 8, 6 ans. Ils connaissent déjà un peu le parasport, alors que moi, je suis entré dans un univers où je connaissais pas du tout. Mais c'est peut-être par rapport à la désinformation, par rapport au fait qu'on n'a pas aussi de visibilité par rapport au handicap. Donc après, je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que moi, dans mon lycée, même dans mon collège, j'ai jamais eu de sensibilisation au handicap. Tu faisais du sport au collège et au lycée avec les autres valides de ta classe ? Oui. Ok. Donc ça veut dire que tes profs, ils avaient quand même conscience que tu pouvais faire des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de longtemps que je me souvienne, j'avais pas vraiment d'adaptation à faire par rapport à mon handicap pour le sport. Donc je faisais tout, j'étais vraiment intégré dans tout type d'activité. Et je me suis vraiment jamais réellement posé la question de si je pouvais faire du sport ou pas avec d'autres handicapés, tu vois. Mais du coup, c'est cool, ça veut dire que déjà au collège et au lycée, tu faisais du sport avec les autres gens de ta classe et c'était ok. Il n'y avait pas de... Ouais. On ne disait pas, ah non, Yasser, tu te mets avec les nuls parce que t'es en fauteuil. Ah non, du tout. Du tout. En plus, de là où je viens, de l'école où j'étais, les Rives du Cher, c'était pas... Le handicap, c'était vraiment pas tabou. Genre, quand t'es petit, à un certain âge, le handicap, on s'en fiche, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Les petits sont peut-être plus ouverts parce qu'ils ont pas peur de dire « t'as pas de jambes, pourquoi ?» Ouais, c'est ça. Ils sont très, très spontanés et du coup, après, voilà, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais,
On pourrait dire que la vie d'un athlète pro valide et la vie d'un athlète pro handi, elle est différente ou est-ce que c'est la même chose? Dans le sens, elle est différente dans le sens où il y a forcément des choses qui nous différencient parce que le handicap, c'est plus dur. Je ne dis pas qu'on est plus légitime à faire notre sport. Je dis juste que par rapport déjà au matériel, on a une grosse inégalité par rapport à tout ça. Parce que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Et même par rapport aux infrastructures, c'est pas forcément toutes les pistes qui sont adaptées, toutes les compétitions qui sont adaptées aussi, toutes les compétitions qui sont référencées, labellisées. Donc après, c'est vrai que on a toujours su s'adapter par rapport à notre fédération. Mais c'est vrai qu'en termes de matériel, j'ai plus de mal à acheter mon fauteuil que Sacha Zoya, il a plus de mal à acheter ses crampons, quoi. Ses pointes, pardon. Est-ce que tu es sponsorisé, toi, en tant qu'athlète pro? Et tes sponsors te suffisent pour acheter ton matériel? J'ai la chance d'avoir des sponsors qui me soutiennent tout au long de ma saison. Et je les remercie d'ailleurs. Mais ça me suffit pour acheter mon matériel. Après, c'est vrai que ça dépend de la saison aussi qu'on met en place par rapport au plan d'entraînement, pardon. Mais non, tout est des bonnes à prendre, même quand ça parle de sponsoring et même de visibilité. En tant qu'athlète du sport, on cherche vraiment avant tout la visibilité pour qu'on puisse en parler, tu vois, pour faire connaître le sport et tout. Donc c'est super important. Mais du coup, par rapport à un athlète valide, vous vous entraînez de la même façon, vous avez le même nombre d'heures d'entraînement, la vie est pas différente dans la façon dont tu te dédies à ton sport par rapport à un athlète valide. Ouais, non, je pense que tout athlète, quand il s'entraîne à fond. Donc peu importe les heures d'entraînement que je fais, si j'en fais plus que lui ou que elle, je pense que la manière dont on dédie son sport, ça n'appartient qu'à soi. Après, je suis pas légitime aussi pour parler de l'entraînement, de l'intensité d'entraînement. Moi, je dis juste que quand t'aimes quelque chose, tu le fais à fond. Et ça n'enlève rien, t'as la légitimité d'être un sportif de haut niveau ou pas. Donc voilà. Toi, quand tu t'es mis au handisport, tu t'es vite dit que t'allais en faire ta profession, moi, ta vie? Tout ce que je fais, je le fais à fond. Dès que j'ai commencé le handisport, j'ai essayé tout déjà. J'ai essayé les lames de course, ça marchait pas du tout. Les lames de course, c'est les prothèses pour courir debout, quoi. C'est ça, ouais. Et pourquoi ça marchait pas? Ça m'a pas plu, mais même en termes de muscles, j'avais pas les muscles qui avaient assez travaillé pour la discipline. Et puis, j'avais pas les bonnes sensations par rapport aux lames de course. Et dès que je suis passé en fauteuil, j'ai vu que je pouvais avancer plus vite, j'ai vu que j'avais plus de sensations, que je me sentais plus libéré par rapport à mon mouvement. J'ai commencé ma première compétition en 2017 à Paris-Chaletti. Je crois que j'ai fini 4e. Pas mal comme score. Dès lors, j'ai voulu tout niquer. J'ai voulu vraiment tout y aller. J'ai vraiment voulu faire ça, en faire ma passion et dédier ma vie, quoi. Toi, Yasser, t'es record de France. C'est ça. Et tu détiens le record. C'est en quelle discipline? Alors, je suis recordman de France sur le 100 mètres. Le record, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été battu. Il était détenu par Claudie Sora. Et c'est une fierté. C'est combien le 100 mètres, le record? Le record du monde, c'est 13,52. Et le record de France, c'est 13,85. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pourraient détrôner ce record assez rapidement en France? En France, honnêtement, je pense pas. Tant que je suis encore dans le circuit, je ferai tout pour le garder. Et je pense que c'est un record qui me plaît. De par son histoire et même de par celui qui le détenait avant, c'est quelque chose que j'ai envie de garder jusqu'à ce que je finisse l'athlétisme. Et tu le battras, ton propre record? Je l'ai déjà battu 2 fois, donc je vais continuer. Et sur le 200 et le 400 que tu pratiques, t'en es où des records? Le record de France sur 200 mètres, j'y travaille. Parce que c'est aussi la même personne qui le détient. J'en suis un petit peu loin, mais bon, je travaille. Et 400 mètres, c'est encore très très loin parce que c'est notre filière énergétique. 400 mètres, on parle de très très gros chronos. Genre le meilleur chrono, il est à 43 secondes. Actuellement, je suis à 46 secondes. Donc le mec, il t'éclate. Il m'éclate, quoi. Genre, c'est pour vous donner un ordre d'idée.
Les 400 mètres, c'est vraiment la course, il faut être le plus rapide, quoi. C'est une autre filière énergétique, c'est une autre technique à avoir. Mais j'y travaille. Franchement, pour moi, honnêtement, je voudrais juste battre le record du monde sur le 100 mètres. Et là, ça ferait de moi quelqu'un de ouf, tu vois. Et tu te l'es fixé comme objectif? Non. Non, moi, vraiment, mon objectif, c'est toujours progresser. Toujours progresser et faire confiance au processus. Pas courir derrière les records parce que je trouve que le progrès, c'est déjà un record en soi. Et une fois que je progresse, les records vont tomber et ils vont te suivre aussi. À force de courir derrière les records, à force, après, on n'a plus vraiment de sens à l'athlétisme. Et je pense que prendre du plaisir avant tout, c'est ce que je cherche à faire. Et est-ce que les compétitions, c'est la même chose? C'est comme les sportifs valides, vous voyagez à l'international, c'est aussi fréquent, aussi régulier, aussi diversifié à l'échelle du globe? C'est vrai qu'on a beaucoup de compétitions internationales. Pour l'athlète, en tout cas, c'est sûr. Après, moi, je parle que pour l'athlète parce qu'il y a des sports où je ne me connais pas forcément. Mais après, en termes d'inégalité, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas la même chose parce que en termes de déplacement, on a du matériel à emmener, à faire déplacer, du coup c'est encore plus chargé, on mobilise plus de monde. Donc c'est vrai on peut avoir des caisses qui peuvent peser très lourd et on doit amener les roues, tout ça, le fauteuil, enfin, du coup c'est très très compliqué, les fauteuils de lancer et tout. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'est inégal de ouf. Mais en termes de pays, on voyage partout dans le monde. Et les prochains jeux sont. Les prochains mondiaux, pardon, ils seront soit en Australie ou soit en Inde, je sais pas encore. Dans tous les cas, c'est kiffant de ouf. Quand il y a une compétition, il faut des sportifs évidemment, mais il faut aussi des supporters. Et du coup, moi je me suis demandé, c'est quoi être un supporter en situation de handicap? Et bah, c'est pas simple. Il n'y a pas de transport adapté pour se rendre sur place, pas de tribune adaptée, pas d'estrade équipée. Dans un article de la BBC, un fan de foot écossais raconte qu'en tant que supporter en situation de handicap, il ne s'attend pas à avoir une bonne vue ou à vivre une bonne expérience pendant un match. C'est chaud quand même. Et ça, c'est un sentiment partagé par plus d'un supporter en situation de handicap sur 4 qui n'a pas la possibilité d'assister à un match avec les autres supporters de son club. C'est chaud. Et même faire ses besoins, ça peut être une mission. En 2023, la coureuse paralympique britannique Anne Wafula-Strike le dénonçait comme une sérieuse injustice dans une lettre qu'elle adressait au ministre des Sports et du Handicap. Bon, c'est pas tout noir non plus. Depuis 20 ans, les clubs et les orgas sportifs se sont bougés pour l'accessibilité. À l'image du club écossais Kilmarnock, qui a installé dans son stade un espace au pied des tribunes pour permettre aux personnes en fauteuil d'être au bord du terrain et juste de bien voir le match en fait. Bon, il y a des trucs qui se mettent en place. Par exemple, en Irlande, il y a une charte pour le sport inclusif qui a été publiée à l'échelle nationale que les clubs sont censés respecter. Du coup, il y a des politiques publiques qui se mettent en place pour que le sport soit de plus en plus accessible. Mais on vient de voir qu'au-delà du sport, au-delà de faire du sport, voir du sport, quand on est en situation de handicap, c'est pas simple. Est-ce que toi, tu as déjà vu des dispositifs vraiment pas adaptés? Et à l'inverse, est-ce que t'es déjà tombé sur des infrastructures hyper bien faites pour les situations de handicap et où tu t'es dit « Waouh, c'est trop bien, pourquoi ça n'existe pas partout ?» Quand je suis allé au Japon, à Kobe, là, récemment, le Japon, c'est un autre monde. Genre, c'est vraiment un autre monde. C'est même pas tout est adapté, genre, tout est pensé inclusif. Parce qu'en fait, dès lors qu'on parle d'adapter, on parle de est-ce que l'État pense à nous, alors que tu vois, c'est plus naturel. Alors que là-bas, j'ai l'impression que tout est naturel. Et même quand je suis allé en Suisse aussi, il n'y a rien, il n'y a pas une marche qui est là, qui sert à rien, ou un truc qui est pas adapté pour passer. Je trouve qu'en France, on n'a pas cette culture de la simplicité. Genre, faire juste une porte simple, qui s'ouvre, que tout le monde peut ouvrir, ou même des toilettes adaptées, ou que les gens vont pas forcément parce que là-bas, c'est forcément réservé pour eux. Moi, quand je suis allé au Japon, il n'y a personne dans les toilettes en dit, quoi. Alors que quand je vais en France, sur un aire d'autoroute, on fait la queue pour y aller. Alors qu'il y a plein d'urinoirs qui sont disponibles. Tu vois. Et il y a même à la gare. En France, il y a plus de personnes qui prennent l'ascenseur que les personnes qui prennent l'escalator. Alors que c'est plus rapide l'escalator que l'ascenseur. Enfin, je sais pas. Du coup, ça veut dire que là, c'est même les citoyens, quoi, qui sont pas du tout au fait. Ouais. C'est les citoyens qui sont pas non plus... sont pas awake, en fait. Ils sont pas aware. Ils sont pas réveillés. Je sais pas. Mais je trouve que
Bah, on a beaucoup à faire en fait sur ce niveau-là. Est-ce que tu aurais des idées, des pistes? Genre si tu avais les moyens d'être un décideur politique? Bah, je pense qu'il y aurait plus de sensibilisation au handicap déjà. Pour commencer dans les écoles et tout, même dans les collèges, dans les lycées, il y en aurait plus que maintenant. Bah, déjà pour apprendre aux enfants à vivre ensemble, à vivre avec le handicap aussi, à découvrir le handicap, qu'est-ce que c'est, parce que bah, c'est important. Toi, c'est ce que tu fais, non? Tu vas dans les écoles un peu C'est faire ça. des sensibilisations. Ouais. Moi j'aime trop faire ça. C'est de ton propre chef? Enfin, t'as proposé à des écoles? Ouais, j'y vais. Franchement, j'y vais. Je propose à des écoles, j'y vais. Et même des fois, c'est mes sponsors qui m'emmènent là-bas et tout. Donc moi, je dis toujours oui. Quand il y a une école et tout qui me demande, et que je peux surtout, je dis oui direct. Parce que c'est super important. C'est hyper important, genre. Parler au handicap. Parce que moi, je suis parti à l'aquarium de Paris avec ma copine. Et il y a un enfant qui dit à son père, mais papa, regarde. Et le papa, déjà, il est trop gêné, tu vois. Il dit, chut, non, regarde le pas, parle pas, tu vois. Et moi, je suis allé vers lui. On s'est assis. Avec l'enfant, hein. On s'est assis et tout. Je lui dis, comment tu t'appelles? Nanani, nanana. J'ai parlé avec l'enfant, on a regardé les poissons et tout. Carrément, j'ai tellement parlé qu'il a oublié ce qu'il voulait me poser comme question. Il a oublié que j'avais plus de jambes, tu vois. Et du coup, il est parti. On a parlé de ce qu'il voulait faire. Comment tu t'appelles? Nanana, t'aimes le football? Nanana. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois. Et après, je lui ai expliqué que, bah voilà, dans la vie, il y a des gens qui naissent sans bras, il y a des gens qui naissent aveugles, tu vois. Et après, il a compris, tu vois. Mais juste ça, prendre le temps de faire ça, que ce soit en public ou non, je trouve que c'est important. Est-ce que le fait que les Jeux paralympiques 2024 soient organisés à Paris, c'est un bon moyen pour rendre visible le handicap en général et du coup pouvoir faire de la médiation autour? Ouais, je trouve que les Jeux à Paris, même si j'y serais pas, c'est la meilleure pub qu'on peut avoir par rapport au handi, par rapport au para-athlétisme, par rapport au paralympisme surtout. Et le faire connaître en France, bah, c'est le meilleur moyen qu'on puisse avoir pour faire de la pub et pour faire connaître aussi. C'est intéressant parce que j'ai regardé une étude après les Jeux paralympiques de Londres en 2012 où ils avaient fait beaucoup de communication et une communication assez badass. Déjà, c'était les meilleurs Jeux en 2012. Hein. Paralympiques, tu veux dire? Ouais, c'était les meilleurs Jeux. Parce que même en termes de public, le stade était rempli. Je parle que pour l'athlétisme en général. Là. Excusez-moi les autres si vous me tombez dessus. En même temps, qui va au jeu pour pas avoir de l'athlète? C'est sûr. Voilà. Non, c'était les meilleurs jeux. Et ben, ils ont fait une com de ouf, au point de savoir remplir les stades. Et incroyable. Au point, il y a des chiffres qui existent qui tendent à montrer que après 2012, ça a eu un vrai impact sur la société britannique. Les gens se sont plus inscrits au handisport, il y a eu plus de structures, les stades, ce dont je parlais juste avant, les stades ont commencé à réfléchir au fait qu'il fallait être plus accessible, plus inclusif. Est-ce que tu penses que une trajectoire similaire peut se dessiner en France après les Jeux 2024? J'espère, parce qu'on a fait il y a eu beaucoup de millions d'euros et milliards d'euros dépensés pour faire des infrastructures en France. J'espère qu'après les Jeux, on pourra, nous, athlètes, en bénéficier aussi, toujours. Et j'espère aussi que ça va éveiller les consciences de la population, que ça va nous aider aussi à aller de l'avant par rapport au handicap. Et j'aimerais bien, moi aussi, qu'on me dise, après les Jeux, vous pouvez venir au Stade de France vous entraîner, vous pouvez venir essayer le Stade de France, ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont été athlètes, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait faire, tu vois. Et non, je pense que j'espère surtout, j'espère que ça va réveiller les gens, surtout parce que le handisport, c'est tellement bien, c'est tellement beau. Et moi, j'ai commencé le handisport en regardant des gens qui faisaient du handisport. Donc c'est pour dire à quel point, genre, moi-même, ça m'a réveillé, quoi. Parce que tu trouves leur performance ouf. Vraiment, c'est ouf. Justement, on est descendu dans les rues de Paris pour demander aux gens si ils vont aller regarder les Jeux paralympiques. Okay. Donc je te propose de te montrer la vidéo et on y réagit juste après. Ok. Je vais essayer, en tout cas je vais essayer. C'est vrai que c'est un peu sous-représenté. Enfin, il y a toujours des gens qui regardent, mais les téléspectateurs sont beaucoup moins nombreux que les Jeux Olympiques. Donc on va essayer de regarder ça aussi. Oui, c'est sûr. C'est important, c'est aussi important que les JO parce qu'ils se donnent autant à fond que nous, ils s'entraînent autant que nous et moi je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font.
Honnêtement, je n'ai jamais eu l'habitude de regarder, je ne pense pas regarder, mis à part via des extraits ou des replays sur voilà, quelque chose qui se passerait, un exploit, mais je ne pense pas regarder. Pas en direct, mais je pense que je vais regarder à la télé, oui. C'est les jeux et puis aussi ça me permet de découvrir, parce que souvent c'est des sports qu'on connaît pas. Je pense que essayer de regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans le sport paralympique, découvrir du coup de nouvelles performances dans ce domaine-là. Il y a de fortes chances, ouais. Pourquoi ? Parce que je suis sportif et que j'adore le sport et que je suis passionné de tous les sports et que ça m'intéresse. Et en plus de ça, c'est passionnant parce que c'est aussi d'autres types de sports avec d'autres règles et d'autres façons de jouer, donc ouais, bien sûr. Et c'est même plus impressionnant limite parfois parce qu'on se demande comment des handicapés malheureusement peuvent s'en sortir et être aussi performants que des personnes aptes. Voilà. Et en parlant d'athlètes para, est-ce que tu saurais citer le nom d'un ou d'une athlète paralympique ? Alors les noms exacts, non, mais je peux donner les sports dans lesquels on est très fort en France. Vas-y. Le tennis par exemple. Ok. Bonne question. Alors malheureusement moi je connais surtout le volleyball et le volleyball ne met pas encore dans les meilleures nations, mais ça ne saurait tarder j'espère. Alors là, pas du tout. Je suis désolé. Je ne pourrais pas citer... Non. En fait, je vois une personne, mais je sais pas le nom. Je crois que c'était de la nage, mais je sais plus le nom. Ça c'est chaud. Déjà j'ai du mal avec les athlètes tout court, mais j'en connais pas beaucoup et je pense qu'on devrait les mettre plus en avant sur les réseaux, plus en avant à la télé et plus en avant dans le monde entier. Ah bah c'est ça. C'est ça. C'est ça quoi ? C'est ça parce que tu peux regarder le sport, tu vois, tu peux même savoir quand tu regardes le sport et tout, mais on n'a pas encore de référence dans le handisport. Et moi c'est ça mon credo, mon goal, mon but, c'est dès qu'on parle handisport, parasport, Yasser dans la bouche direct. C'est ça mon objectif. C'est ambitieux, mais ouais. J'espère que tu y arriveras. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. Mais en tout cas, c'est ça. Ça montre aussi que les gens, ils sont curieux. Après, même si d'autres le font pas, c'est vrai que ça va se démocratiser. Le handisport, ça va venir petit à petit. Ça va venir dans la tête des gens petit à petit. Moi j'ai espoir que dans 5, 6, 7 ans, le handisport, ça soit un truc encore plus médiatisé que maintenant. Et que les gens ont même plus de références que nous, para-athlètes, quoi. Genre, c'est pour dire. Mais moi, c'est mon but, c'est vraiment d'être une sorte de référence dans l'athlétisme et même dans le parasport en général. Genre, pour la France, en tout cas. Pour la France, je veux qu'en France, on sache qu'on a un athlète, c'est moi. Voilà. Toi, t'as en tête des icônes du para-athlétisme. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont transcendé les foules, qui sont des sportifs handi ? Moi, j'en connais. Mais je connais même des Français. Claudie Sora, Joël Janot, Michael Jérémias aussi, c'est celui qui parlait en tennis de table. En tennis. Oula. Je le connais trop. Mais je le connais aussi à l'étranger. Marcel Hugues, qui est suisse. Léo Pekatati, j'en connais plein. J'en connais vraiment plein. Qui est finlandais. Mais toi, tu les connais parce que ça t'intéresse. Non, mais je les connaissais même avant que je commence l'athlétisme. Okay. J'ai commencé l'athlétisme parce que je regardais des vidéos de Joël Janot et de Claudie Sora, quoi. Ouais. Et parce que oui, t'as raison, ça m'intéresse aussi. Il y a toujours ce truc de on est concerné, comme on est curieux, du coup on va regarder, du coup on s'intéresse, on s'informe. Donc oui, c'est normal. Et comment est-ce que du coup, quel argument tu donnerais ? Parce que là, en ce moment, la billetterie des JO, par exemple, peine encore à vendre des tickets pour les Jeux para. Qu'est-ce que tu donnerais comme argument pour dire « les gars, achetez des places ». Si vous voulez voir quelque chose de spectaculaire, si vous voulez ressortir du stade avec des émotions, et pas n'importe lesquelles, mais de vraies émotions, achetez des places. En termes d'émotions, il n'y a pas plus fort que le para-athlétisme ou que le parasport. Justement, c'est un des mecs qu'on interviewe qui dit c'est presque plus impressionnant de se représenter quelqu'un en situation de handicap, se dire en fait il est plus balèze qu'un sportif. Parce que c'est de la résilience. On a fait. Et puis il y a une histoire en fait. Genre chaque para-athlète a une histoire derrière son handicap et je trouve que c'est ça qui enrichit encore plus l'athlète. Ça valorise encore plus l'athlète en fait. De par son parcours, de par d'où il vient, sa progression, sa résilience par rapport au sport.
sa résilience par rapport à lui, par rapport à sa personne, comment il a réappris à s'aimer et tout. C'est incroyable. Genre là, je t'en parle, j'ai des frissons. Genre pour moi, ça doit être valorisé dans tout, dans les écoles, dans les livres d'histoire, ça doit être trop bien. Aux Jeux Olympiques, il y a des nations qui gagnent en général. On peut mettre les États-Unis en tête. Est-ce que c'est les mêmes nations qui excellent en paralympique ? Pas du tout. Et ok. Et est-ce que tu parlais du Japon qui est bien adapté ? Est-ce que les pays qui ont pensé autrement l'accessibilité performent mieux aux Jeux paralympiques ? Ouais, on a les plus grosses équipes, le plus gros pays. En termes de médailles, c'est la Chine, la Thaïlande, le Japon et après l'Amérique. Et ces premiers pays que tu cites, c'est des pays qui sont plus accessibles ? Bah, en fait, pas plus accessible dans le sens... Pas forcément, parce que la Thaïlande, la Thaïlande, c'est un pays qui est assez émergent quand même, mais pas forcément accessible, mais juste dans le fait de la pratique sportive, c'est un pays avec une religion sportive qui est plus adaptée qu'en France, par exemple. Comment ça ? Par exemple, je sais pas comment dire, mais dans la catégorie, la Thaïlande, c'est la plus grosse nation et la plus forte nation. Parce qu'ils s'entraînent à plusieurs, ils sont 20, 30 athlètes à s'entraîner sur la piste. Or que nous, on est 6 athlètes en France, séparés. Dans le nord, dans le sud. Donc c'est un peu compliqué. Et cette religion par rapport au sport, ça a fait que ça a développé d'autres mentalités en fait. Nous, on n'a pas une culture sportive assez intense. Moi, j'ai commencé à 14 ans. Dans la catégorie de Thibaut, par exemple, un ami à moi qui fait du paraathlétisme aussi, le meilleur coureur dans sa catégorie, c'est le Suisse. Il a commencé, il avait 8 ans. Et là, ça fait 30 ans qu'il fait de l'athlétisme. Donc, tu commences à 8 ans, je crois, à 13 ans, t'es déjà rodé, quoi. Ouais, il n'y a pas photo. Ouais. On avait discuté et tu m'avais dit que peut-être une des choses que tu aimerais faire, ce serait d'ouvrir une salle de para-athlétisme. C'est toujours une idée que tu portes en toi ? Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Toujours une idée parce que quand je vais à la salle de sport, des fois, par exemple, les barres de traction, elles sont pas adaptées. Elles sont un peu plus hautes et tout, et demander aux gens pendant leur séance de m'aider à monter, tout ça, c'est un peu galère. Et puis je trouve que même dans l'émulation du sport, créer une salle adaptée qui est adaptée aux personnes en situation de handicap, elle sera forcément adaptée à tout le monde. Donc en gros, ce serait un élan nouveau dans le sport en général, même dans l'industrie du sport. Ce serait un élan nouveau aussi, et puis comme ce serait mon idée à moi, tu vois, ils vont se dire le mec il a déjà fait ça. Enfin, je serais légitime aussi de le faire, tu vois. Dans le sens où je suis pas de nulle part, quoi. Je viens pas de nulle part, et cette idée, elle peut que être bonne puisqu'elle est nouvelle. Donc les gens vont venir essayer, si ça leur plaît pas. Au-delà d'être nouvelle, elle servirait à des gens qui, comme toi, peuvent peut-être pas forcément accéder à leur salle de sport parce qu'ils n'ont pas envie de déranger ceux qui font leurs entraînements, quoi. C'est ça. Ouais. Ça n'existe pas en France ? Non. Zéro. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais c'est dit, la France, c'est chaud. Et ailleurs en Europe, tu aurais des exemples d'endroits où ça existe ? Tu nous parlais de la Suisse. Je te parlais... Non, la Suisse, il n'y a pas encore de salle de sport adaptée, mais je connais une salle adaptée qui est aux États-Unis, en Illinois. Ok. Laisse tomber, la salle est trop belle. Laisse tomber, c'est incroyable. Ça ressemble à quoi ? Je sais pas, je pourrais pas te le dire, mais en gros, déjà, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur. Low level des prérequis. Il y a un ascenseur déjà. Je sais pas comment dire. Enfin, tout est adapté en fait. Tout adapté. C'est des barres qui se déclipsent et qui se reclipsent avec des trucs, un système de poulie et tout. En fait, c'est tout con. Genre, c'est tout bête et c'est adapté. Tu veux que je te dise quoi ? C'est trop bien. Donc, il y a de quoi mettre ça en place en France, quoi. Mais largement. C'est juste que on n'est pas dans l'information et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un public à conquérir parce que en Europe, une personne sur 6 est en situation de handicap, mais moins d'1 sur 2 pratique une activité physique. Du coup, ça veut dire qu'il y a des gens à aller chercher pour leur dire vous pouvez faire du sport. Et peut-être
que juste s'il y avait des lieux adaptés, ça ferait moins de barrières à l'entrée pour s'y mettre. Mais déjà, moi, par rapport à ma visibilité, à moi en tant que sportif, déjà, j'attire des jeunes en situation de handicap qui viennent me parler. Oh Yasser, salut, ça va j'ai vu ce que tu faisais, comment tu fais. Moi, j'aimerais bien en faire, mais j'ai un club, mais je suis pas très loin. Et en fait, je suis un peu trop loin par rapport au club que je veux faire et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui veulent en faire, mais qui n'ont pas de club. Ou qui sont trop loin de leur club. Ou qui trouvent pas le sport qui est adapté pour eux. Et du coup, ils viennent m'en parler à moi, tu vois. Sauf que, moi, je suis pas une référence par rapport à tout ça. Mais je les oriente après vers la Fédé pour qu'ils puissent trouver un club adapté, une solution à leurs problèmes, tu vois. Mais je trouve que c'est bien aussi d'être une personne à qui on peut s'adresser pour parler de ça, tu vois. Si tu pouvais parler au toi à 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais Je me dirais fais-toi confiance, ne doute jamais, et je me dirais aussi je me dirais pas de continuer là où j'en suis, je me dirais juste de faire confiance à mon rêve, parce que si tu fais confiance à ton rêve, il va te le rendre 1000 fois mieux, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais à tous les jeunes qui sont peut-être en situation de handicap et qui savent pas qu'ils peuvent se dépasser dans le sport? Je vous dirais pas de faire du sport. Je vous dirais de faire ce que vous aimez, déjà pour commencer. Et affirmez-vous, ayez confiance en vous. Et dès lors que vous avez appris à vous aimer, tout le monde va vous aimer en retour. C'est ça. Ouais. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et je pense que j'ai appris à m'aimer moi avant. Et quand j'ai su m'affirmer, prendre conscience de qui j'étais et que le handicap, ça allait faire partie de ma vie, que c'était mon identité à moi, j'ai composé avec. Et après, une fois que je me suis aimé moi, les personnes autour de moi m'ont aimé en retour, quoi. Et pour ce que je fais, pas pour ce que je fais, surtout. C'est super important, ouais. Merci beaucoup, Yasser. Merci à toi. Et je te souhaite longue vie dans ta carrière sportive. Je te souhaite ce que tu me souhaites. Et qu'on te verra après partout, sur tous les écrans. Yes, merci beaucoup. Ce podcast était présenté par Alice Rouja. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Enter et sur les plateformes d'écoute de RFI. Nous, on est sur tous les réseaux. N'hésitez pas à nous follow.